Bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement honoré en ma qualité de maire recevoir à la fois son excellence, mais ce grand intellectuel qui est Elie Barnamy, avec qui j'ai eu la chance trop courte d'échanger, et donc je prie de renouveler publiquement mes excuses de devoir vous quitter, mais hélas, dans la vie montpelliéraine, il y a beaucoup d'événements, et ce soir, je suis attendu pour un événement sportif avec les 10... Voilà. Et vous savez pourtant combien je suis attaché à la vie intellectuelle, j'en dirai un mot. Je voudrais vraiment remercier, d'abord saluer Clara Hart, Monsieur Alberne, Madame Brunet, qui sont élus du conseil municipal de leur présence. Saluer évidemment Hélène Mondroux, maire honoraire, mais surtout grande amie de sa présence. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude auprès de Michael Yankou de l'Institut Maïmonide, qui, saison après saison, année après année, votre Excellence, contribue à l'identité de Montpellier. L'identité de Montpellier, entendue au sens d'une ville cosmopolite, évidemment, depuis toujours, grâce à sa grande tradition médicale, mais de son débat intellectuel, de sa volonté de contribuer à la rencontre des grands esprits de notre temps avec les habitants de notre ville, se livrant à des controverses au sens intellectuel, à des questionnements au sens de ce qui fait l'honnête homme de la Renaissance, la curiosité. Et donc, le programme est un programme, je le dis, chaque année en majesté. Je pourrais dire impérial. En tout cas, pour nous, c'est toujours un moment très fort. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans le cadre de la programmation de l'Institut Maïmonide, mais à chaque fois, vous le voyez, cela suscite fort intérêt. Je suis donc très honoré d'accueillir l'Institut en ce lieu. Et Excellence, de vous accueillir à la place du maire de Montpellier, c'est-à-dire à cet endroit-là, dans cette salle du conseil municipal qui témoigne la vitalité démocratique de notre ville où nous prenons des décisions pour modestement, mais de manière résolue et déterminée, améliorer la vie des gens et faire que Montpellier soit une des villes inspirantes dans ce monde par son dynamisme, son énergie, sa vitalité intellectuelle, sportive, culturelle et tant d'autres choses. Dans ce lieu, il y a les plafonds de l'hôtel de ville 1. Ici, c'est le film d'Abel Gans, Napoléon. Alors, j'ai dit impérial tout à l'heure. Non. C'est l'épisode lié à la Révolution française et qui nous rappelle que la démocratie est une passion et que parfois, pour la défendre et la faire valoir, il faut s'engager pour ses idées. Et c'est pour cela que vous avez ici, évidemment, les paroles de la Marseillaise, là encore mort aux tyrans, voilà, qui est toute l'expression de la passion démocratique. Et c'est une œuvre de l'écrivain photographe Alain Fleischer, choisi par Jean Nouvel. Puis vous pourrez mesurer le caractère solennel de ce lieu pour essayer de présider au mieux aux affaires de la cité. Donc très heureux de vous accueillir ici à l'hôtel de ville pour une rencontre exceptionnelle. Je voudrais, Excellence, néanmoins, avoir quelques mots à votre endroit, humblement, et vous m'en pardonnerez. Vous saluez comme homme de paix, comme homme de dialogue diplomatique, puisque vous avez servi Israël, et je terminerai là-dessus, dans les relations avec la France, et dont les liens sont indéfectibles entre la France et l'État d'Israël. Et à Montpellier, régulièrement, nous illustrons ces liens sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan des principes, de la légitimité de l'État d'Israël, sur le plan de la mémoire, notamment à l'égard de nos compatriotes qui ont été victimes des rafles persécutées, dont certaines familles sont parties vivre et fonder l'État d'Israël. Je voudrais saluer
vos prises de position, qui, en historien spécialiste des guerres de religion, me font peut-être penser, pardonnez-moi, à celle d'un homme qui porte le nom d'une rue, non choisi et non sans malice, au pied d'une citadelle, la citadelle Joffre, qui fut érigée pour veiller à ce que la ville reste catholique. Au moment des guerres de religion, il y a au pied de cette citadelle une rue Michel de l'Hôpital, homme de paix et de concorde, qui chercha dans ces temps troubles où les fanatiques l'avaient emporté et de nombreux conflits déchiraient le royaume de France, il était homme à chercher la concorde. Vous êtes un des spécialistes imminents des guerres de religion et peut-être vos travaux de recherche vous conduisent à des prises de position courageuses, et je le sais, qui peuvent parfois, par les esprits intolérants ou extrêmes, voilà, parfois user de mots blessants à votre endroit. Et d'une certaine manière, vous recevoir ici est pour moi un grand honneur au nom de la ville de Montpellier, parce que nous aimons ici les hommes et les femmes de dialogue et de paix. Et régulièrement, depuis que je suis maire, mesdames et messieurs, vous le savez, je ne m'égare pas dans les controverses inutiles, je n'alimente point les polémiques. Il faut de la mesure dans les choses. Il faut de l'écoute, il faut de la clarté dans le propos. Parce qu'il y a trop de guerres sur Terre et trop de conflits pour ici en alimenter. Ce qui n'exclut pas une autre position. Excellence. C'est la clarté et les convictions. Je voudrais terminer là-dessus. Dans notre trop bref échange, nous avons évoqué le poids qui pouvait peser sur nos sociétés, en Israël comme en France et dans le monde, des religions. Si ici, évidemment, nous devons être garants, et en France, du principe de laïcité qui naît des Lumières, naît des textes de Voltaire, naît des combats révolutionnaires, naît de l'engagement d'hommes et de femmes attachés à la République, ou plutôt au combat républicain à travers la laïcité, le droit de croire ou de ne pas croire, nous devons toujours être très vigilants à ceux qui veulent que leur religion l'emporte sur la raison et vise à s'imposer à d'autres. Ces questionnements traversent la France comme ils traversent l'État d'Israël. Et nous devons ici être très attachés en France au principe de laïcité, qui est la meilleure garantie du principe de liberté, la meilleure garantie du principe d'égalité et celui de fraternité. Et parfois, on me lit nationalement, pas pour des postes, on en a parlé, c'est pas mon sujet, mais pour ces prises de position qui sont les miennes, autour de ces valeurs-là que j'entends exposer avec clarté et avec toute la pédagogie qui s'impose. Et donc nous les réaffirmons fortement à Montpellier, et c'est peut-être ce qui fait qu'aussi notre ville, même si tout n'est pas simple en son sein, je le sais, mais apparaît comme une des villes qui préserve cette identité cosmopolite, qui préserve cette aspiration à vivre ensemble dans la fraternité républicaine qui n'existe non pas en la proclamant, mais en la faisant ardemment vivre au quotidien. Et le débat intellectuel, la place que nous donnons ici à la culture, à la pensée, à l'expression des savants, à l'estime et l'attention que nous devons leur donner, est une contribution aussi, parce qu'elle fait appel à ce que nous avons de magnifique en nous, la raison. Et moi, j'ai cette phrase que j'utilise, et ce sera ma conclusion à ce propos trop long, c'est quand nous nous adressons à l'intelligence des hommes et des femmes, l'intelligence répond. Cultivons donc l'intelligence. Et je sais ce soir, mesdames et messieurs, que nous avons l'immense honneur d'accueillir un homme qui va cultiver notre esprit pour ce qu'il y a de meilleur. Très honoré, cher Élie Barnaby, de vous recevoir. Merci beaucoup, en m'excusant de vous quitter. Voilà. Mais je sais...
Alors là, c'est possible. Vous êtes en très bonne main. Merci. Je comprends. Je ne vais pas laisser un trou entre les deux. Bien. J'avais prévu un beau discours devant M. le maire. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que j'avais des choses à lui dire, mais je pense que ça pourrait être retransmis. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, vous avez devant vous un homme heureux. Heureux de vous retrouver nombreux, heureux de vous accueillir dans cette magnifique salle du conseil municipal que monsieur le maire a bien voulu mettre à notre disposition, et c'est, je crois, une marque de respect, de déférence et d'amitié à votre égard, monsieur Elie Barnaby. Heureux de saluer monsieur le maire qui nous a quittés, mais qui a quand même tenu à être présent à une des soirées de l'Institut Maïmonide, et sa présence est pour nous régulièrement le signe du soutien très fort qu'il nous accorde depuis la création de l'Institut par Georges Frêche et par le grand rabbin René-Samuel Sirath. Heureux d'accueillir une personnalité hors du commun, un homme brillant, un homme de savoir et de culture, un homme engagé au service de la paix, un homme tolérant, un homme élégant, m'a dit mon épouse, je suis jaloux. Enfin, en français on dit un honnête homme, en yiddish on dirait un mensch. Heureux enfin de vous proposer à tous une fin de saison 2021-2022 d'une exceptionnelle richesse. Nous avions inauguré notre programmation en octobre dernier, déjà en présence de monsieur le maire, autour d'un ouvrage, Les Juifs d'Occitanie, auquel Michael Yancourt et notre ami Roger Dorjman ont beaucoup contribué. On peut souligner qu'il a rencontré un beau succès, puisque plus de 15 000 exemplaires ont été écoulés, ce qui le place très haut dans la hiérarchie des hors-séries du Midi Libre. Nous l'avions poursuivi avec une belle contribution au Salon du Livre des Mondes Juifs, Montpellier-Occitanie, une grande réussite avec Marek Alter, Valérie Zenati, Colomb Schneck. Mais il est vrai que la suite de notre programme a encore été bouleversée par les effets de la Covid, qui nous a obligés à décaler certaines des conférences prévues. C'est pourquoi je suis heureux, nous sommes heureux, de vous proposer un si riche troisième trimestre. Nous avons eu Léla Sebar et Martine Mathieu-Job qui ont évoqué il y a quelques jours de très nombreuses figures parmi ceux qui ont l'Algérie en héritage. Et c'est maintenant, pour la suite, un véritable feu d'artifice qui nous attend, avec l'universitaire Mohamed Ali Amir Moezi dès ce lundi 16, qui nous parlera du Coran des historiens, avec le journaliste et essayiste Michael Darmon. Le 15 juin prochain, ce sera à la salle Guillaume de Nougaret. C'est lui qui avait suivi pour France 2 les activités de l'extrême droite pendant longtemps. Avec le professeur et historien Georges Bensoussan, le 20 juin, autour de son dernier livre, Un exil français. Et ce soir, donc, en point d'orgue, nous accueillons M. Elie Barnaby. Elie Barnaby est lui aussi, comme M. Bensoussan, universitaire et historien. Il a surtout laissé une trace exceptionnelle en France pour la période où il était l'ambassadeur d'Israël en France, au début des années 2000. Il vient nous présenter son dernier ouvrage, qui se veut autobiographique, mais si l'on en juge par le titre, Confession d'un bon à rien, il doit sûrement prendre beaucoup de liberté avec la vérité, au moins en ce qui concerne le titre. Comment parler d'un bon à rien quand, comme lui, on est docteur en histoire, spécialiste du XVIe siècle français, professeur émérite à l'université de Tel Aviv, qu'on a été donc ambassadeur en France, l'une des ambassades les plus recherchées du monde, directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles, qu'on a écrit une trentaine d'ouvrages, dont certains d'un grand retentissement, sur des thèmes aussi variés que le conflit israélo-palestinien, les guerres de religion, les relations France-Israël, l'Europe, Dieu, au singulier et au pluriel, qu'on a publié des articles importants dans les plus grandes revues ou les plus grands journaux de France et du monde, qu'on a reçu en 2007
le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je vais laisser à notre ami et directeur Michael Yankou le soin de le présenter plus longuement et surtout de lui poser toutes les questions qui sera nécessaire pour suivre son extraordinaire parcours. Je voudrais surtout insister, moi aussi, sur l'amitié que cet illustre personnage n'a cessé de témoigner à l'Institut Maïmonide, puisque c'est au moins la 4e fois, je crois, peut-être plus, que nous le recevons à Montpellier. Il était là en 2008 lors du colloque sur les relations Israël-Diaspora à travers l'histoire. Il était là en 2009 pour une conférence sur l'Europe, en 2013 pour une réflexion sur l'islamisme et la démocratie. Et on peut dire que cette assiduité a aussi beaucoup contribué à la notoriété de l'Institut Maïmonide, et nous l'en remercions aussi pour cela. Et comment ne pas évoquer l'une des raisons majeures de cette intense relation? Je veux parler de cette amitié indéfectible avec notre ami et illustre professeur Carole Yankou, ici présent, dont le parcours est si voisin. Ils sont tous les deux originaires de Roumanie. Ils ont tous les deux connu l'immigration en Israël, l'un en 61, mais l'autre en 63. Puis en France pour Carole, mais M. Manavi est resté très proche du monde francophone. La France est presque devenue sa seconde patrie intellectuelle. Il a fait sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Il a travaillé avec les plus grands historiens français. Ils se sont donc consacrés tous les deux au domaine de l'histoire. Ce sont des spécialistes reconnus de l'histoire des Juifs et de l'antisémitisme. Je suis sûr qu'en creusant à peine, on pourrait trouver encore d'autres points communs sur le plan des qualités humaines, par exemple. Quoi d'étonnant à les retrouver ensemble en de nombreuses circonstances, et notamment ce soir. Nous avons l'habitude de recevoir des universitaires, des personnalités du monde de la culture, reconnus pour leur érudition, leur intelligence ou leur sagesse. Avec Elie Barnavi, nous sommes au cœur de l'identité même de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Agir pour un monde de fraternité et de justice, lutter contre tous les fanatismes et la violence, promouvoir l'enseignement de la paix. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais encore remercier la ville de Montpellier, la région Occitanie et le département pour le soutien qu'ils accordent à l'Institut depuis sa création. L'un des objectifs de l'Institut, c'était de contribuer au rayonnement culturel de la ville de Montpellier et de sa région. Plus de 20 ans après, nous tenons, les uns et les autres, à rester fidèles à cet esprit. Et c'est pourquoi, au-delà de la saison culturelle dont j'ai parlé, nous voulons nous inscrire dans les projets de la ville. Et quel plus beau projet que celui d'être la capitale culturelle de l'Europe pour une année, l'année 2028. L'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin souhaite contribuer à cette candidature en proposant l'organisation d'un grand colloque, par exemple sur le dialogue interreligieux au prisme de la laïcité, en donnant avec l'association Cétarim, parce que Montpellier a une histoire riche avec le livre. Montpellier pourrait presque être la cité du livre. Nous voulons donner une ampleur particulière au Salon du Livre des Mondes Juifs, qui pourrait s'étaler sur plusieurs jours, qui pourrait retrouver tous les auteurs qui ont participé à ces salons. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. D'ici là, nous aurons à cœur de présenter encore aux Montpelliérains la programmation la plus riche, la plus éclectique, une programmation à la hauteur des ambitions de la ville. Merci à tous. Merci, cher monsieur Guy, pour cette belle présentation, pour cette introduction. Peut-être Fabrice Hirsch, pour l'Université Paul Valéry, tu veux dire quelques mots, car cette soirée est placée sous une triple égide, quadruple, avec la ville de Montpellier, l'Institut Maïmonide, Averroès Thomas d'Aquin, l'Université Paul Valéry, ce qui n'est pas pour nous déplaire, évidemment, la librairie La Cavale, qui proposera à la fin de cette soirée la dédicace des ouvrages du professeur Barnavi. Je remercie les moutons, père et fils. Fabrice Hirsch, qui est le vice-président de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur Elie Barnavi, rassurez-vous, je vais être très bref.
Je vous prie tout d'abord d'excuser Madame Anne Price, présidente de l'université Paul Valéry Montpellier, qui n'a pu être des nôtres ce soir à cause d'un problème de santé qui touche l'un de ses proches. J'ai l'honneur donc de la remplacer aujourd'hui en vue d'accueillir Monsieur Elie Barnavi. Ma présence à vos côtés n'est pas anodine car l'université Paul Valéry que je représente et qui comporte un département d'histoire cher à Carole Yankou notamment et à Monsieur le maire qui était présent tout à l'heure, ne pouvait rater l'occasion de vous faire part de son admiration pour l'ensemble des travaux que vous avez menés. Professeur d'histoire, maintenant émérite à l'université Tel Aviv, vous avez rédigé un nombre considérable d'ouvrages qui ont éclairé vos collègues ainsi que le grand public sur l'histoire de l'Occident, notamment sur l'histoire de la société française, sur l'histoire du judaïsme également. À titre personnel, votre œuvre m'a marqué. À 13 ans, en effet, j'ai reçu en cadeau l'histoire universelle des Juifs, ouvrage qui, je l'imagine, a constitué l'une des bases des travaux qui ont été mentionnés à l'instant, travaux de Michael Yankou et Roger Torgman sur les Juifs d'Occitanie. Je vous avoue que l'adolescent bon à rien que j'étais, à croire qu'un bon nombre d'universitaires se font traiter de bon à rien, n'a pas eu la curiosité de feuilleter tout de suite votre ouvrage. Il a même fallu attendre près de 15 années pour que, intrigué par ce grand livre noir qui trônait dans ma bibliothèque, je finisse par le feuilleter, puis par le lire, découvrant ainsi la fabuleuse histoire du peuple juif faite de courage, d'épreuve et de résilience. Ce goût pour l'histoire, vous le transmettez avec talent. Pour preuve, et par le plus grand des hasards, j'ai dîné hier soir avec une collègue parisienne qui était venue pour un recrutement et qui vous a eu en tant qu'étudiante de première année à l'université de Tel Aviv dans un cours sur la Révolution française. Petite précision, elle m'a d'ailleurs avoué que toutes les filles de sa promotion étaient amoureuses de vous, mais ça encore, c'est une autre histoire. En dehors de votre carrière d'universitaire, et ça a été souligné à l'instant, vous avez marqué vos étudiants, bien évidemment, et vos collègues historiens. Vous avez également été ambassadeur d'Israël en France, l'un des plus charismatiques, me semble-t-il. C'était au début des années 2000, quelques années après les accords d'Oslo. Au Proche-Orient, on parlait alors de paix et d'espérance. En France, je vous voyais dans les journaux dialoguer notamment avec Laïla Shahid, et je me disais qu'un autre avenir était possible là-bas entre Israéliens et Palestiniens. Et puis les tensions, les guerres ont repris, mais je ne vous apprendrai rien en disant que l'histoire est cyclique, et donc je reste persuadé que les actions que vous avez entreprises, vous, l'homme de paix, sont des graines que vous avez semées, et qu'un jour on entendra à nouveau parler de paix au Proche-Orient. Alors, Monsieur Barnavi, avant de prendre place à nouveau parmi le public, parmi votre public, je vous souhaite au nom de l'université Paul Valéry Montpellier un excellent séjour dans notre ville. Merci Fabrice. Je rappelle que tu es vice-président de l'université Paul Valéry Montpellier 3 et que nous nous enorgueillissons, nous sommes ravis de ce partenariat qui va crescendo, qui a commencé effectivement il y a un mois avec la réception en le site Saint-Charles de l'université Paul Valéry ici au NIC, effectivement pour une rencontre autour de son dernier ouvrage, une collaboration qui va se poursuivre la saison prochaine au travers de différents événements. Le président, merci Monsieur Guy. Voilà, vous aurez une envie, j'allais vous citer le président Elgui, effectivement, vous a présenté, cher Elie, donc je ne vais pas m'appesantir à nouveau, de toute façon, votre nom vous précède, ton nom te précède, et effectivement, c'est la 4e ou la 5e fois que nous t'accueillons sous l'égide de l'Institut Maïmonide. Tu as accompagné, effectivement, l'évolution de cet institut,
voulu par Georges Frêche et Oné Samuel Sibrad, tu as fait partie de ces personnalités qui ont effectivement contribué au renom de l'institution montpelliéraine, avec Daniel Mesguich, avec Elie Wiesel. Et si l'on ne devait retenir, c'est ma maxime souvent quand je fais visiter le mikvé, si on ne devait retenir qu'une seule chose, ou deux choses, ou trois personnes effectivement emblématiques, paradigmatiques de cet institut, ça serait sans nul doute Elie Barnaville, Elie Wiesel ou Daniel Mesguich. Donc, M. Abdi, vous parliez tout à l'heure effectivement de Michael Darmon et de Georges Bensoussan qui clôtureront une saison 2021-2022, une saison qui rime effectivement avec excellence. Je rappelle que l'Institut poursuit sa mission première, qui est de vulgariser le savoir avec des universitaires et de questionner la société avec des intellectuels et des journalistes sur les grands enjeux qui la sous-tendent. C'est une soirée exceptionnelle avec un homme d'exception, une manifestation prévue de longue date et que le Covid a retardé, mais sûrement pas empêché. Une conférence qui est enregistrée par l'Institut comme les suivantes et qui sera proposée sur notre chaîne YouTube. Avant de débuter la soirée, j'aimerais dédier cette manifestation à la mémoire de mon oncle Shimon Agour, qui était diplomate israélien, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et au Honduras dans les années 80 et 90, qui est décédé en 96, et dont c'était le 26e anniversaire de la disparition il y a quelques semaines. Il m'est agréable de remercier les différents médias qui ont annoncé l'événement, Midi Libre, La Gazette de Montpellier, Métropolitain, Radio Aviva et Académie. Alors effectivement, tu interviens à Montpellier ce soir, tu es venu de Bruxelles aujourd'hui pour ton dernier livre, Confession d'un bon arien, un bon arien qui a sacrément réussi. La directrice du lycée de Beersheba a eu ce jugement définitif sur le petit Élie. Ah, celui-là, c'est un bon arien. Il faudra lui dénicher une institution à poigne, sinon ça finira mal pour lui. Alors le bon arien est né dans l'immédiate après-guerre, en 1946, dans une configuration tragiquement exemplaire de l'époque, et s'est forgé la plus magnifique des existences. Son père, Michael Yehiel Shkolnik, est né en 1910 en Bessarabie, qui faisait alors partie, n'est-ce pas, Carole, de l'Empire russe, puis de la Roumanie et de la Moldavie. Il a été officier dans l'armée rouge, il a participé aux grandes batailles du front de l'Est, Leningrad, Moscou, Stalingrad. Et sa maman, la maman d'Élie, a survécu à la déportation, mais y a perdu 2 enfants. Et il laissera sa santé mentale. Et on y reviendra tout à l'heure. Si les 2 enfants avaient survécu, peut-être qu'Élie, tu ne serais pas là. Mais on ne refait pas l'histoire. Le jeune Eliaou est né à Bucarest en 1946. C'est là, effectivement, qu'il apprend le français. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Roumanie, on est très francophone, très francophile. Ça évolue un petit peu, ça change avec l'anglais, mais tout de même. Le père d'Élie ne songe qu'à fuir la Roumanie communiste et à gagner Israël. Il est vrai que les Juifs roumains ont beaucoup souffert pendant la Shoah. Ça a été la 3e ou 4e communauté juive de l'avant-guerre. Et effectivement, même s'il n'y a pas eu de chambre à gaz, les Juifs ont subi un lourd tribut. Et pas Carole, encore une fois, qui va me contredire, le pogrom de Iași ou le pogrom de Bucarest, les deux pogroms monstres de la Seconde Guerre mondiale. Donc le jeune Élie né à Bucarest, son père ne songe qu'à fuir la Roumanie et à gagner le jeune État d'Israël, et un jour il disparaît, enlevé par la Securitat, par la police secrète roumaine, et emprisonné 3 mois à cause de ses demandes répétées de visa. En 1961, lui parvient enfin, entre guillemets, un certificat de voyage, Israël achetant à l'époque les Juifs à l'État roumain. Et Ceausescu dira que c'est son meilleur produit d'exportation avec le pétrole. Voilà. Au sein de la drôle de famille qui accueille les arrivants en terre promise, l'oncle Avi va exercer une profonde influence sur l'adolescent, d'où le choix d'un nouveau patronyme, Bar Navi. En araméen, c'est ça, le fils du prophète, Ben Navi. Après un séjour d'1 an dans un kibboutz au bord du Negev, les retrouvailles avec ses parents sont douloureuses. Son père sera plus tard placé dans un EHPAD et sa mère internée pour démence. Elle travaille pour payer ses études au collège français Saint-Joseph de Jaffa, Yafo, incorporé dans la Tzva Haganah l'Israël, l'armée de défense d'Israël, Tzahal, parachutiste volontaire. Il va être officier et participer à la guerre des 6 jours en 67, puis comme réserviste à la première guerre du Liban et à l'opération Paix en Galilée. On va y revenir. Je me suis régalé effectivement à la lecture de cet ouvrage, de par une partie de mes origines, effectivement en Roumanie et en Israël, la fresque d'un long chemin de vie depuis le départ de la Roumanie communiste, avec le fameux certificat de voyage que j'évoquais à l'instant, a enfin obtenu et qui valut à son père bien des déboires avec la Securitat vers Israël,
après une escale à Naples. Et tu étais il n'y a pas longtemps, effectivement, dans la belle ville de Napoli, dans le sud de l'Italie. Et ce n'est pas sans renvoyer au parcours, effectivement, comme le rappelait Charles Eddy, de mon père, qui est passé aussi par là, par Naples. Cette égo-histoire d'Élie Barnavi est contenue dans ce gros pavé riche de 510 pages. Je vous donc enjoins de l'acquérir, Élie vous le fera signer à la fin de la soirée, qui est écrit d'une plume alerte et non dépourvue d'humour. Pour toi, cher Élie, rejeton unique d'un couple pétri de toutes les blessures et névroses de la diaspora, comme tu l'écris lucidement, page 40, la Terre Promise va t'offrir un tremplin extraordinaire, avec d'abord une première année au kibbutz, collectivité agricole, année du procès Eichmann, l'un des planificateurs de la Shoah, de la solution finale de la question juive. Puis un semblant d'études au lycée de Beersheba, où l'on va vite te décrypter pont à rien, installation à Tel Aviv, perte des parents, accès tout de même à l'université hébraïque de Jérusalem dans les années 76-68. Et tu vas gravir petit à petit tous les échelons du cursus universitaire, avec bien sûr les intermèdes militaires inévitables, incontournables, dans le jeune pays aux guerres multiples, jusqu'au séjour en France pour préparer un doctorat qui sera soutenu à la Sorbonne. L'époque moderne te fascine, tu es 16e-iste, effectivement, et là, manifestement, tu trouves ta voie, en t'éprenant de l'école française, Roland Mounier, ton directeur de thèse, François Furet, Pierre Chaunu, excusez du peu, et de la France tout court, que tu qualifies ainsi ta seconde patrie, intellectuelle et affective. Une vie personnelle qui est jalonnée de joie, d'épreuves, de rencontres exceptionnelles, c'est toute l'intelligentsia parisienne que tu vas effectivement côtoyer, grâce au musée de l'Europe à Bruxelles, dont tu es directeur, sans compter la mission d'ambassadeur d'Israël en France, cette mission que tu vas accomplir effectivement de 2000 à 2002. Outre toutes tes expériences éditoriales génératrices de tant de belles amitiés intellectuelles, tu vas fréquenter quelques-uns des esprits les plus féconds de ton temps, d'Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn, ce dernier avant ses frasques, de Simone Veil, dont tu tires un tableau sévère, page 441, à Claude Lanzmann, Monsieur Shoah, personnage égocentré et obsessionnel, propriétaire en quelque sorte de son vocable, de la Shoah, dont il a effectivement inventé le vocable, à page 341 de Jacques Le Goff, à Pierre Nora, d'Annie Kriegel ou de son fils, ton ami Maurice Kriegel, que l'on retrouve dans le film sur l'antisémitisme qui est passé sur Arte, et qui fera l'ouverture tant de l'Institut Maïmonide lors de la prochaine saison que du Salon du Livre des Mondes Juifs de Sefarim. Maurice Kriegel, donc tu vas fréquenter toutes les arcades intellectuelles de ton temps, et non plus de secret pour toi, ton entre-jante est impressionnante, et tu deviens en effet, entre guillemets, le plus européen des Israéliens. Ton ouverture d'esprit, ton intelligence, ta tolérance, et l'on se rappelle du tandem fructueux avec la représentante de la Palestine en France, Leïla Chaïd, ton aménité suscite l'empathie des médias et tu fais merveille sur les écrans de télévision. Là, en fait, où tout se passe, se diffuse et imprime, et tu auras fait énormément de bien à l'État d'Israël, parce que c'est aussi avant tout une guerre de l'image. Alors, il est difficile de résumer ce pavé, c'est 500 pages en quelques minutes, toutes tes activités et agissements politiques, tes pages sur Mitterrand, avec qui, effectivement, tu dis avoir noué une relation amicale, page 240, ta relation avec le chaleureux Jean Friedman, page 267, ta narration sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, la fatidique 4 novembre 1995, tes liens avec Jacques Chirac, page 348, relation, je te cite, à la fois cordiale, voire amicale sur le plan personnel, mais évidemment, on peut le comprendre, politiquement tendue, tes relations avec Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, page 352, et je salue à nouveau la présence d'Hélène Mandrou, maire honoraire de la ville de Montpellier, Hubert Védrine, un esprit effectivement brillant, la politique arabe de la France et ton affection pour Jean. Alors, question, parce que je dois te questionner, effectivement, ambassadeur d'Israël, universitaire, professeur émérite d'histoire de l'Occident moderne à Tel Aviv, directeur du musée de l'Europe. Aujourd'hui, tu publies donc les Confessions d'un bon à rien. Et ma première question, j'aimerais que tu reviennes sur la genèse de ce projet. Pourquoi ces mémoires? Tu affirmes en préambule, ces confessions sont nées du mariage, d'un échec éditorial et d'une pression amicale. J'étais un peu long. Merci beaucoup. En fait, ça me convenait assez bien. On parle de moi, de mon livre, et moi j'écoute. Je trouvais que c'était un partage de tâches tout à fait sympathique, mais il faut quand même travailler un peu. Laissez-moi vous dire d'abord que je suis vraiment ravi d'être là. Montpellier est l'une de mes villes préférées en France. C'est une ville à la fois belle, bien située, chaleureuse,
Et j'y viens toujours avec de grands plaisirs, d'autant plus que j'y ai des amis. J'y cultive des amitiés anciennes et solides. Et là, j'ai eu le plaisir, le bonheur de rencontrer trop brièvement votre jeune mère. Et je pensais à un mot qu'il m'a dit vers la fin de sa présentation. Il a dit que la démocratie était une passion. Moi, je voudrais reformuler cela un peu, surtout à la lumière des événements tragiques qui se déroulent en ce moment à l'est de l'Europe. La démocratie est plus qu'une passion. La démocratie est le seul régime qui convient à des hommes, à des femmes libres. Et tous les autres étant des régimes qui conviennent à des esclaves. C'est ça on n'arrive pas très bien à l'enseigner à nos enfants, à nos jeunes. Ils savent que la démocratie, c'est des élections, c'est des discours, mais ils ne comprennent pas l'essentiel. Et l'essentiel, on le découvre que lorsqu'on n'a plus, ou qu'on n'a pas encore, ou que l'on peut comparer. Et il y aurait tout un enseignement à refaire d'éducation civique. Quand je fais de l'éducation civique chez moi en Israël, on vous explique dans le moindre détail le processus de la législation d'une loi, comment on fait, par quelle commission ça passe. Ça n'a aucun intérêt. Mais personne ne nous explique l'âme de la démocratie, le souffle de la démocratie, le fait que la démocratie est le seul régime, encore une fois, qui convient à des hommes et des femmes libres. Et là c'est vraiment un travail de longue haleine, et tout passe par là, par la place de la religion, de la laïcité. Tout peut être expliqué, compris à travers ce prisme. Et cela demande un peu d'imagination, beaucoup d'acharnement, et le refus des compromis et des compromissions. Et j'ai été heureux, le trop peu de temps, le temps bref que je passais avec votre mère, de m'apercevoir qu'il était tout à fait dans cet esprit-là. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est, en France, vous savez, quand vous allez à Paris, comme il m'arrive encore pas assez souvent, on est souvent accablé par une espèce de pessimisme décadent. Les Français, dit-on, ne sont pas contents d'eux-mêmes. Ils passent leur temps à s'autoflageller. Il y a du vrai. Quand vous lisez la presse française, vous parlez avec les Français, vous avez l'impression que vous êtes au fin fond de l'Afrique. La France, franchement, c'est un pays formidable. Et on s'en aperçoit davantage en province. C'est dans les villes moyennes que l'on voit que oui, que les gens comprennent que leur vie n'est pas si malheureuse que ça. Et que franchement, j'ai quelques conseils à vous donner. Si vous voulez vraiment voir des endroits malheureux, je sais où il faut aller. Et donc la France, oui, qui a fini par prendre dans ma vie une importance énorme. Et lorsque j'ai accepté ce poste d'ambassadeur, qui est un poste politique, je ne suis pas un diplôme de carrière, je l'ai recherché et je l'ai accepté parce qu'il m'offrait la capacité, la possibilité de réunir pour un bout de temps ces deux passions-là, ces deux passions collectives, Israël et la France, de servir un peu de pont entre les deux. Le temps ne s'y prêtait pas, c'est en pleine intifada, mais enfin je fais ce que j'ai pu. Mais je te dois une réponse. Comment ce livre est né? Eh bien, il est né parce que un ami très proche, ancien éditeur, et à l'époque il était conseiller culturel auprès de l'ambassade de France en Israël, depuis il est agent littéraire, il ne m'a pas lâché jusqu'à ce que je le fasse. En fait, c'était ça, la pression amicale que j'évoquais.
je laisse tomber l'échec, ce n'est pas très important. Mais il m'a dit, il faut que tu essayes, tu as des choses à raconter. Et s'il y avait une chose que je ne voulais pas faire, s'il y avait une chose qui me paraissait totalement étrangère à ce que j'étais, c'était bien d'écrire mes mémoires. Les mémoires. Les mémoires, il faut être d'accord, Churchill, je ne sais pas moi, à la rigueur, Raymond Aron. Mais de quel droit je hausserais du col, j'écrirais mes mémoires? Qui ça peut bien intéresser? Et puis il y avait autre chose de mémoire. C'est une entreprise assez mensongère, il faut bien le dire. On n'écrit pas ses mémoires pour se rapetisser, en principe. Et surtout, je vous dirais, la peur panique de ne pas me souvenir qu'avec l'enfance qui était la mienne et l'adolescence qui était la mienne, j'avais tout refoulé. Et ça, je ne peux plus me croire, je suis un champion toute catégorie de refoulement. C'est pas moi que vous verrez chez un psychanalyste, jamais. Je suis heureux de mes refoulements, je fonctionne, sans doute il y a un prix à payer, mais je ne me suis jamais posé la question. En revanche, je me suis dit, tu ne te souviens de rien, qu'est-ce que tu m'as bien raconté? Enfin, tu te souviens des événements collectifs, l'ambassade bien sûr, l'armée, mais les choses qui comptent vraiment, l'enfance, les relations avec tes parents, qu'est-ce que tu peux bien raconter? Et comme cet ami ne me lâchait pas, et je me suis dit, bon, qu'il y avait le Covid, beaucoup de temps devant moi, et je me suis dit, je vais faire. Et je me suis mis devant mon ordinateur, je vais essayer. Et là, miracle, d'abord, je me suis souvenu. L'écriture est cathartique. Vous savez, quand vous écrivez des choses remontent à la surface, il y a un enchaînement qui se fait. Et puis j'ai pris goût. J'ai pris goût parce que ce livre-là, c'est aussi un exercice littéraire. C'est de la littérature. Et j'aime écrire. Et donc tout ça a fait qu'une fois que j'étais lancé, ça a coulé de source. Et je me suis aperçu, ça c'est intéressant, ça aussi c'est la fonction, si vous voulez, l'une des fonctions importantes de l'exercice mémoriel. Quand vous regardez, enfin, comme moi je regardais, ça m'arrivait parfois, pas souvent, vers l'arrière, j'essayais de comprendre ma vie, de lui donner un sens. C'était difficile. Parce que la vie est une succession d'événements qui arrivent. Il y a des choses que vous planifiez peu, finalement. Et tout ça fait un peu désordre. Quand vous écrivez un livre de ce genre, vous mettez forcément de l'ordre là-dedans. Vous ne pouvez pas faire autrement, sinon vous êtes incompréhensible. Et du coup, votre vie prend un sens, devient compréhensible, devient, pas logique, ça ne veut rien dire, mais enfin, elle a une forme. Elle s'imbrique, il y a des pièces qui s'imbriquent comme les morceaux d'un puzzle. Et on se dit, tiens, finalement, ma vie n'a pas été si bordélique que ça. Elle a un sens. Et j'ai pu, dans la mesure de mes faibles capacités, j'ai pu, non pas changer des choses, on ne change jamais rien, mais modifier sur la marge, avoir une certaine influence sur des gens, sur des événements. Finalement, tout cela a mérité d'être vécu. Et c'est une conclusion qui n'est pas négligeable, parce que je ne peux pas dire que j'en avais toujours été convaincu. Voilà comment c'est livré. Merci Elie. Alors tu es un homme, je vous apprends rien, tu es un homme de gauche, d'une gauche israélienne tempérée. Tu attends beaucoup de la France. On parlait tout à l'heure avec Mickaël, avec M. le maire, avec Mickaël Delafosse, de ce que tu as apporté effectivement au processus de paix au Proche-Orient. Tu attends beaucoup de l'Hexagone pour la résolution du problème israélo-palestinien, tu attends beaucoup de l'Europe, et tu écris, page 298, pour Israël, ignorer l'Europe, c'est insulter l'avenir. Alors les attentats semblaient s'être assoupis, ils ressurgissent aujourd'hui. Est-ce que c'est inhérent effectivement à l'occultation
du problème palestinien par les récents accords entre Israël et certains partenaires arabes, on pense notamment aux partenaires du Golfe, Israël avance sur le chemin de la paix avec des pays voisins, les sunnites notamment, mais la question israélo-palestinienne semble rester insoluble. Je voudrais dire quelque chose sur ce que j'entends moi être un homme de gauche. Je pense que ça peut être intéressant, parce que ça aussi, ce sont des mots que l'on prononce, mais on se donne rarement la peine de les expliciter. Il y a des gauches tellement différentes. Jean-Luc Mélenchon est de gauche, et Michael Delafosse est de gauche aussi. Ce sont, comme disait très bien Manuel Valls, de gauche irréconciliables. Donc ce sont des mots valises. Je vais vous dire, c'est que moi, comment moi je suis un homme de gauche. Il y a un autre écueil, qui est lui davantage israélien, c'est que les catégories droite-gauche en Israël ne sont pas les mêmes qu'ici. Quand vous dites en France gauche-droite, vous songez surtout à des problèmes politiques et sociaux et économiques. C'est la gauche et la droite. Ça a toujours été le cas. Quand vous dites à Israël droite et gauche, vous dites enfin Faucon et Colombe. C'est-à-dire la ligne de partage est différente, enfin, je n'apprends rien, c'est par rapport au problème arabe et par rapport au problème palestinien. Ce qui fait qu'il y a des commencements très bizarres. Il y a des hommes considérés de droite parce qu'ils sont pour l'annexion du territoire, ils sont anti-arabes, mais qui sont des hommes et des femmes de gauche pour tout ce qui concerne la société, l'économie. Et vous avez des gros capitalistes qui seraient ici de droite et qui sont des colombes notoires parce que pour des raisons à la fois philosophiques, pratiques, tout ça. Mais ça se recoupe un peu. Ça se recoupe un peu tout de même. Alors, je voudrais dire un mot sur ce qu'être pour moi de gauche, indépendamment du problème israélo-palestinien. Après, je viendrai au problème israélo-palestinien. Je suis d'une gauche social-démocrate. Pas vraiment rouge, plutôt rose, si vous voulez. Okay? Social-démocrate. Ça veut dire quoi pour moi la social-démocratie? Je ne rentre pas dans des théories très alambiquées, marxisme, pas marxisme, en fait. Je pourrais vous amuser avec ça, mais je ne le ferai pas. Pour moi, la social-démocratie, elle me convient parce que c'est l'idéologie qui combine du mieux qu'elle peut, deux exigences contradictoires, la liberté et l'égalité. Ceux qui vous disent que tout ça va ensemble, que liberté et égalité, c'est le même mouvement, ou bien ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ou bien ils vous mentent. Ce sont des exigences de l'âme humaine contradictoires. Tocqueville a déjà expliqué ça très bien. Si vous voulez le maximum de liberté, il faut oublier l'égalité. Parce que la liberté des hommes, c'est accaparer le plus possible. Si vous voulez le maximum d'égalité, oubliez la liberté, parce que cette égalité-là ne s'obtiendra que par la contrainte. Vous me direz que lorsqu'elle s'obtient par la contrainte, il n'y aurait pas d'égalité non plus. Mais ça, c'est notre problème. C'est que le social-démocrate dit, il dit, je ne pourrai jamais avoir toute l'égalité que j'aimerais, et je ne pourrai jamais avoir toute la liberté que je voudrais. Mais je vais chercher la meilleure combinatoire possible, le maximum de liberté possible, qui se combine avec le maximum d'égalité possible. C'est ça la social-démocratie. C'est une théorie politique tout qu'on fait modeste, qui ne cherche pas la lune, qui ne promet pas la lune, qui promet aux hommes le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Et qui a aussi, et ça fait partie de mon credo politique, comme corollaire d'être le régime qui fait le moins de mal possible. Parce que d'abord, le principe le plus simple, c'est celui que connaissent bien les médecins. D'abord, ne nuisez pas. D'abord, ne pas nuire. Et moi, ça a toujours été ma philosophie politique depuis que je me suis éveillé à la vie politique, c'est-à-dire à l'adolescence, à la première adolescence. J'étais
je suis, je serai, jusqu'à la fin de ma vie, un social-démocrate. C'est plus rare qu'on le pense. Parce que d'habitude, la jeunesse passe par des phases de jusqu'au bouddhisme, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été mon cas. J'ai un très bon ami, historien et publiciste et journaliste, s'appelait Jacques Julliard, que vous connaissez sans doute. Et Jacques me disait un jour, je n'ai jamais été ni fasciste, ni communiste, donc je n'ai pas de raison de demander pardon et de faire ma mea culpa. Ça se porte très mal à Paris, évidemment. Parce que quand on a été communiste, on peut dire, voilà, les bêtises que j'ai faites. Je n'ai jamais fait d'énormes bêtises politiques à cause de cela. Et c'est tout naturellement, et là j'en viens à ta question, que ça a forgé mes convictions sur le plan israélien et israélo-palestinien. J'ai toujours été, de la même manière, sioniste. Sioniste, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quelqu'un qui pense que la création d'un État juif était une nécessité historique, absolue. Que cette création était à la fois moralement justifiée et politiquement incontournable, et que donc il est bon qu'il y ait l'État d'Israël, que les Juifs y vivent en majorité. Voilà mon sionisme, c'est pas très compliqué. Mais alors, mon sionisme dit plus que cela. Pour que je puisse y vivre une vie nationale normale, je ne dis pas heureuse parce que ça n'existe pas, en fait, aussi satisfaisante que possible, je dois parvenir à un arrangement avec mes voisins. Il y a une dimension morale à cela, évidemment, c'est que moi, j'ai, l'autre doit l'avoir aussi, c'est une question de justice. Mais il n'y a pas que cette de justice, c'est une question d'intelligence politique. Je ne pourrai jamais avoir une vie nationale pleine entière si la guerre est finie, si je n'arrive pas à trouver un modus vivendi avec mes voisins. Alors, pendant très longtemps, disons depuis l'implantation sioniste jusqu'à la guerre des 6 jours, en gros, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, il y en a qui vous diront, nous n'avons pas su faire, nous n'avons pas su nous imposer, nous avons été trop durs ou trop mous, peu importe. Tout ça, c'est de la compta. Le fait est que, depuis l'implantation du mouvement sioniste en Palestine, en passant par la création de l'État d'Israël et jusqu'à la guerre des 6 jours, Israël n'avait rien d'autre à offrir à ses voisins que sa propre disparition. Rien ne les aurait contentés. Et puis, pendant la guerre des 6 jours, il s'est passé un miracle. On s'est emparé de territoires. Et du coup, on avait quelque chose à offrir aux autres, une monnaie d'échange. Seulement, cette monnaie d'échange, c'est ainsi que ça a été considéré tout de suite, n'est-ce pas? La déclaration très claire de Lévi Eshkol. Mais la monnaie d'échange n'était plus, au bout d'un moment, une monnaie d'échange, mais un bien inaliénable. Pour des raisons qui seraient trop compliquées à expliquer ici, que vous connaissez d'ailleurs. C'est que la religion a trempé sa queue dans le chaudron proche-oriental. Et le problème est devenu non seulement un problème national, mais un problème religieux, de plus en plus. Et que là, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, la guerre des 6 jours provoque un choc incroyable, un choc psychologique. On revient au cœur de l'Israël biblique, alors que le sionisme s'est implanté le long de la côte, en pays philistin. Les vraies racines du peuple juif, du peuple hébreu,
C'est pas Tel Aviv, Haïfa, c'est Bethléem, c'est à Hébron, c'est à Siloé, c'est à Jérusalem, bien sûr, dans la vieille ville que nous n'avions pas. Et donc, quand tout ça a été conquis, en 6 jours, ça a été un miracle, ça a été considéré comme tel, et ça a été un choc psychologique incroyable. Et le caractère du conflit, du point de vue juif, a changé. C'est-à-dire que dans le conflit national dont il faut sortir par la négociation et le compromis, c'est devenu petit à petit de plus en plus un conflit idéologique de nature religieuse. Et la même évolution qu'on a pu constater chez nous, la même évolution a eu lieu et de manière encore plus prononcée chez les Palestiniens. Pas chez tous les Arabes. Eux ont fait le chemin inverse. Michael l'a rappelé en passant, puisque le monde arabe, lui, il a accepté de plus en plus l'évidence, n'est-ce pas? Il a accepté l'existence de l'État d'Israël. Mais chez les Palestiniens, la dimension religieuse est devenue de plus en plus prégnante. Le drame est que si vous laissez un conflit national se transformer en guerre de religion, c'est terminé. Parce que la logique de la guerre religieuse est l'annihilation de l'adversaire ou sa conversion. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Pour une raison très simple. Vous pouvez compromettre votre propre parole humaine, mais vous ne pouvez pas compromettre la parole de Dieu. Et donc, on en est un peu là maintenant. C'est une conclusion provisoire, j'espère, mais effrayante, que dans la situation où nous sommes, vous voyez que tout se concentre sur le monde du temple. Si vous suivez un peu ce qui se passe, ce n'est pas pour rien que ça se concentre là, puisque c'est là que se concentre toute la passion, les passions religieuses. Et donc, là encore, j'ai eu, je raconte cela longuement dans le livre, je me suis fait très tôt une idée précise dont je n'ai pas deviné. Il faut tenter de parvenir à un accord avec nos voisins palestiniens. Sinon, tout simplement, il n'y a pas d'avenir pour le peuple juif en Palestine. Alors, c'est une vérité qui est assez difficile à expliquer à un certain nombre de mes compatriotes. Et je dirais surtout aux Juifs de diaspora, et de tous les Juifs de diaspora, surtout aux Juifs de France. Mais c'est quelque chose qu'il est bon, au moins, il est bon d'y réfléchir. Merci. Donc, tu as été ambassadeur d'Israël en France au début des années 2000, je le rappelle, et d'ailleurs à ce propos tu avais parlé avec Olivier Schramet, qui était le directeur de cabinet de Lionel Jospin, et tu avais dit quelque chose concernant effectivement le fait que la France ait sous-estimé la résurgence de l'antisémitisme, n'y voyant finalement que la conséquence du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Or finalement, ce n'était que la clé d'entrée, effectivement, à ce nouvel antisémitisme lifté au miroir de la haine, avec des clichés qui remontent à plus de 2 millénaires. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur les relations franco-israéliennes? On parlait tout à l'heure avec d'Emmanuel Macron. Que penses-tu d'Emmanuel Macron et de ses discours forts, antisionisme égale antisémitisme? Moi, j'ai un peu de mal à parler publiquement en tant qu'étranger, ancien ambassadeur, de dire ce que je pense des hommes et des femmes politiques. Mais bon, on est entre amis, j'aime bien mon ami. Et je l'aime d'autant mieux qu'on a eu chaud. Et donc, je constate, parce que j'ai comme autre passion l'Europe, on aura l'occasion sans doute d'en parler, qu'il est extraordinairement précieux, non seulement pour la France, mais pour l'Europe, pour le projet européen. Alors c'est vrai que c'est l'ami d'Israël. Et les relations entre la France et Israël sont bonnes. Il n'y a pas d'autre
ça va. On a des relations qui sont proches, qui sont bonnes. Mais je dirais la question est un peu biaisée parce que ça n'a plus tellement d'importance. Et la France, comme tous les autres pays de l'Union européenne, ont largement perdu l'autonomie de pensée et d'action vis-à-vis du Proche-Orient. Ils sont tous alignés, maintenant il y a une position européenne. Cette position européenne n'est pas différente d'ailleurs de la position américaine. Donc, ce que pensent les Français, ce que pense la France officielle du conflit au Proche-Orient, nous le savons. Et ça n'a pas changé depuis la guerre de 6 jours. Mais ce qui a changé, c'est que plus personne ne pense qu'on peut apporter une solution. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que si vous demandez aux Français ce qu'ils pensent, et moi je suis en contact courant avec la cellule diplomatique de l'Élysée, on voit qu'il y a une espèce d'impuissance. C'est-à-dire ils ont perdu tout espoir d'avoir une influence sur ce qui se passe. Oui, ils nous donnent des conseils, ils transmettent des positions, parfois ils protestent, mais tout ça n'a absolument aucune incidence sur ce qui se passe sur le terrain. Et à un sens, c'est dommage. C'est vrai pour la France, comme c'est vrai. Alors là, en France, j'ai pu le constater des visu, puisque j'étais aux premières loges, et que j'ai essayé au début de mon séjour à Paris, j'ai essayé d'avoir un rôle politique. Je venais d'arriver, la situation était une situation d'urgence, n'est-ce pas, c'était un primitifata. J'étais envoyé par le gouvernement ami, le Premier ministre était un ami, le ministre des Affaires étrangères était un ami. Et en France, c'était un gouvernement ami, c'était un gouvernement de Lionel Jospin que je connaissais depuis des longues années. Mais donc le moment était propice pour essayer de faire quelque chose. Et je sais, je raconte ici ce que j'essaie de faire, pourquoi ça ne s'est pas fait. Et c'est là que j'ai pu mesurer la grande impuissance de la France et de l'Europe pour tout ce qui se passe au Proche-Orient. Et c'est assez dramatique parce que ça veut dire que nous sommes seuls face aux Palestiniens. Il y a les Américains, évidemment, eux ils pourraient. Si vous voulez, pour résumer la situation, il y a ceux qui pourraient, qui ne veulent pas, et il y a ceux qui voudraient bien mais qui ne peuvent pas. Les premiers sont les Américains, les deuxièmes sont les Européens. Mais si tu poses la question de relations, elles sont amènes, elles sont agréables, et ça se passe d'État à État, ça se passe très bien. Ce qui voudraient les Français, c'est nous vendre des armes et des avions. Et ça, on ne peut pas le faire parce que les Américains ne l'accepteraient pas. Oui, c'est assez cocasse. On va rester encore un peu en France avant d'aller du côté de l'Ukraine. Sur l'institutionnalisation du populisme dans la politique française, ton sentiment par rapport à la percée de effectivement Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et dans une moindre mesure d'Éric Zemmour. Mais ça, alors, il y a une manière pessimiste et une manière optimiste de considérer cela. La manière pessimiste, c'est de voir qu'un peu partout dans le monde démocratique, le populisme monte. Un peu partout. Ça, on l'a vu aux États-Unis, la démocratie la plus puissante, la plus ancienne. Et on a eu un phénomène comme Trump. Et quand on a suivi, comme moi, régulièrement, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était presque incroyable. Et ce qui s'est passé aux États-Unis se passe un peu partout dans le monde démocratique. En France, au Royaume-Uni, n'est-ce pas, le phénomène de Boris Johnson. Évidemment, dans les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie. Donc ça, c'est une lame de fond. Et l'autre manière un peu plus optimiste de voir les choses, c'est de se dire, oui, c'est une lame de fond, mais il y aura une fin. Vous ne voulez pas répondre dehors, madame?
il faut que vous éteigniez votre portable, chère madame. Sinon, ça perturbe la conférence. Vous le mettez sur silencieux, vous l'éteignez. Vous allez répondre dehors si vous voulez. C'est bon? Alors il y a aussi, je me dis parfois, que nous assistons à la crête de la vague populiste et qu'à partir de ce moment-là, on a une chance et que peut-être à partir de maintenant, on peut peut-être assister au reflux de cette vague. Vous savez, partout où ils sont au pouvoir, les populistes échouent. Et l'opinion publique finit par s'en apercevoir. Ça ne marche pas, le populisme ne marche pas. De la même manière que l'extrême gauche ne marche pas quand elle est au pouvoir. Regardez l'expérience qu'on a faite en France avec l'expérience écologique des mairies, par exemple. Ce n'est pas une réussite éclatante. Et donc les gens commencent à se dire, la démocratie n'est peut-être pas si mal que ça. À cela s'ajoute évidemment l'affaire ukrainienne. C'est-à-dire lorsque l'assaut est tellement brutal, tellement dévastateur, tellement meurtrier, du coup la démocratie reprend des couleurs. C'est-à-dire là, on s'aperçoit que Vladimir Poutine a eu tout faux, il n'a rien compris. Il a escompté sur sa propre armée qui vaut beaucoup moins que ce qu'il pensait qu'elle valait. Il a escompté l'effondrement de l'OTAN et ça ne s'est pas passé. Son action a abouti exactement au contraire de ce qu'il espérait. Et donc ça redonne, par contraste, ça redonne des couleurs au régime démocratique. Et j'espère que ce sera l'un des effets de cette aventure criminelle de la Russie en Ukraine, sera aussi le renforcement des structures démocratiques, le renforcement de l'Europe, puisqu'on s'aperçoit que c'est un rempart quand même et que l'Europe est désirable. Encore une fois, l'Europe, c'est comme la démocratie, elle est désirable quand on est dehors surtout. À l'intérieur, on s'habitue, on lui trouve des défauts. Mais dès qu'on est dehors, on s'aperçoit que c'est extraordinairement désirable. Et donc j'espère que l'énorme crise à laquelle on assiste aujourd'hui aura qu'un temps et que la démocratie en sortira renforcée. Oui, merci. Effectivement, sur la guerre en Ukraine, alors sans comparer l'incomparable, les images effectivement du conflit en Europe de l'Est, charniers, exécutions sommaires, exactions, nous renvoient à un sombre passé. Le 26 mars dernier, tu affirmais dans l'Écho, le problème de Poutine, ce n'est ni l'Ukraine ni l'OTAN, ce qui lui fait peur, c'est la démocratie. La peur de l'Occident, Poutine s'est-il radicalisé, le mythe du grand encerclement? Ton avis sur Vladimir Poutine? Moi, sur l'avenir, ça, franchement, je n'en sais rien. Le problème, c'est que ce type d'hommes et de régimes sont incapables d'envisager l'échec. De ce point de vue-là, il est comme Trump, vous savez. Trump a commencé à théoriser la tromperie dont il sera victime avant même son premier mandat. C'est-à-dire en 2016, il dira si je perds, c'est parce qu'on nous aura volé l'élection. Quand il a gagné l'élection, il a dit oui, mais on m'a volé parce que c'est pas vrai que je n'ai pas eu la majorité des votes. Et il a continué comme ça. Et il a refusé de lâcher le pouvoir alors qu'on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça dans un pays civilisé.
Et donc, c'est ce type d'hommes qui sont incapables d'accepter l'échec. Et quand on fait la guerre, quand on n'est pas en guerre, mais qu'on est dans un processus démocratique où on va fouler au pied la démocratie pour s'accrocher au pouvoir, et quand on est en guerre, on ira jusqu'au bout. Et la question est de savoir, c'est quoi le bout? C'est quoi le bout? Et là, j'avoue, mon impuissance, je n'en sais rien. Et Poutine, il est comme une bête traquée, blessée. Il est capable maintenant de n'importe quoi. Par exemple, de faire usage des bombes atomiques techniques en Ukraine. Il est capable de cela. Et donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ce que je pense savoir, c'est qu'il ne peut pas perdre la guerre, ou il est en train de perdre la guerre, et que rien ne se passe au niveau du pouvoir. Il y a des experts occidentaux qui pensent qu'il va y avoir un coup en Russie, qu'on ne va pas laisser. Et comme ils sont en train de perdre, je ne vois pas comment ils peuvent gagner cette guerre sur le terrain. Il est possible qu'on soit débarrassé de lui grâce à un putsch russe. Mais je voudrais mettre l'accent sur un autre point qui me paraît important. On n'en parle pas assez. Ce qui se passe aujourd'hui en Russie ne m'étonne pas. En Ukraine et en Russie, ne m'étonne pas. Parce que moi, je suis Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis le début des années 2000. Et il n'a pas cessé de faire la guerre. De ce point de vue-là, il a une méthode hitlérienne. Quand on parle d'Hitler, on pense à Auschwitz. Mais il y a Hitler des années 30, une méthode d'avancée qui est exactement celle que suit Poutine. Le coup de force, en comptant sur l'imbécilité, la pusillanimité de ses adversaires, et en se disant de toute façon ils sont incapables de réagir. Et donc, il y a eu la Tchétchénie, et puis la Géorgie, et puis il y a eu la Crimée, et puis le Donbass. Et chaque fois, il est allé un peu plus loin, exactement ce qu'a fait Hitler, en se disant ils n'oseront pas. Eh bien, ils ont osé exactement ce qui s'est passé avec Hitler. N'oubliez pas qu'il y a eu un moment, la démocratie est un régime difficile à mobiliser. Les gens se posent des questions, ils veulent savoir. Ce n'est pas un régime guerrier par définition, mais une fois qu'ils sont mobilisés, ils deviennent invincibles. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité un seul cas où la démocratie a perdu contre un régime non démocratique. C'était Athènes contre Sparte. C'est il y a longtemps. Et même à ce moment-là, c'est parce qu'Athènes n'était pas une démocratie à l'extérieur, c'était un empire. Mais sinon, chaque fois qu'il y a eu d'abord la démocratie, ne se font jamais la guerre. Historiquement, c'est prouvé. Et lorsqu'on accule la démocratie à faire la guerre, elle la gagne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Hitler. C'est compliqué, c'est un processus compliqué, mais la défaite de Poutine est inévitable. Il faut savoir combien il va falloir souffrir, le prix que paieront les Ukrainiens, le prix que paieront les Russes eux-mêmes, parce que la Russie, qui était un régime hybride, où il y avait des éléments de démocratie, c'est terminé, c'est devenu un régime dictatorial simple, il n'y a plus rien. Et avant, il y avait une presse, il y avait des journaux libres, des radios libres, tout ça c'est terminé. Et donc, on va voir combien de temps la société russe le supportera, et surtout, le siècle du pouvoir. Il faut tenir, tout simplement. Il faut appuyer ce qui se passe. Alors, avec ta permission, je dirais un mot aussi sur l'école réaliste en relations internationales. Pour dire tout le mal que j'en pense. Vous savez, il y a toute une école qui se réclame de Metternich, Talleyrand, et puis près de nous de Kissinger, qui dit les États sont des monstres froids. Hein, l'expression de Nietzsche, dont De Gaulle a fait grand usage. Les États sont des monstres froids qui n'ont que des intérêts. Il y a aux États-Unis
une école, un monsieur qui s'appelle Robert Merzheimer, qui est le principal défenseur de cette thèse. Et donc il ne faut rien faire, il ne faut pas mêler considération de morale et de valeurs et des intérêts, parce que tout ça n'a rien à voir. Il faut que les États-Unis, par exemple, considèrent leurs intérêts. Belvedere est un peu dans cette théorie ici en France. Et moi, je pense qu'ils ont tout faux. Ils ont tout faux, pas seulement parce que moralement ça ne se défend pas, mais parce qu'intellectuellement ça ne se défend pas. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'une des dimensions de la réelle politique qu'ils estiment défendre, l'une des dimensions est passionnelle. La réelle politique sans passion, les intérêts sans passion, ça n'existe pas tout simplement. Les États sont des monstres froids, mais ils sont dirigés par des hommes et des femmes avec du sang chaud. Et qu'un type comme Poutine, par exemple, ce qu'il a fait, il passait comme un génie stratégique. Tout ce qu'il a fait n'a rien à voir avec la logique, a tout à voir avec la passion. En logique, il aurait vu que ce qu'il fait est fou. Et donc, il faut bien comprendre que si on ne défend pas les intérêts de l'Occident, de la démocratie, de l'Europe, de la France, en tenant compte de la dimension passionnelle de la relation internationale, on n'a aucune chance de le faire. Il faut entraîner des populations. Et ça, vous ne le faites pas uniquement avec des cas d'état-major. Et comme je pense qu'il y a, cette dimension-là est importante, et comme je pense que les gens sentent quand même, il y a dans la politique aujourd'hui, et de l'Europe et des États-Unis, une dimension idéologique très forte. Lorsque Biden présente l'enjeu principal du monde moderne comme la confrontation entre la démocratie et le totalitarisme, je crois qu'il a raison. Mais pour dire les choses comme ça, il faut avoir conscience de la dimension passionnelle des relations internationales comme à l'intérieur des États. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez et qu'on ne dit pas parce que, comment dire, ça ne fait pas sérieux. Si vous dites les États n'ont que des intérêts, ça, c'est du solide. On comprend. Ce sont des gens qui ne s'appliquent pas de mots. Ils se trompent. Ils se trompent. Et c'est à force de ne pas comprendre ça qu'on rate des pans entiers de la réalité. Si on avait compris ça avec Hitler, on n'en serait pas arrivé à la Pologne. On aurait arrêté ça tout de suite. Mais on n'a pas voulu le comprendre. Il dit, mais non, il est rationnel. Il ne peut pas, il dit ça, mais il ne peut pas le croire. Au pouvoir, il va s'agir. Il deviendra raisonnable. Jusqu'au bout, on a dit ça. Et on a accepté la remilitarisation de l'Allemagne, l'annexion de l'Anschluss, des Sudètes. On a tout accepté. Jusqu'à la Pologne. La Pologne, c'était trop tard. Il était déjà très puissant. Et avec Poutine, c'est pareil. Que des fois, je me suis battu avec des intellectuels, des politiques. J'ai regardé ce qu'il fait, il joue aux échecs, il joue au poker. Et là, on s'aperçoit en plus qu'il joue mal. Merci, Elie. Alors, on va passer de Vladimir à Donald. Tu parlais tout à l'heure de Donald J. Trump, la Russie, de Poutine, qui s'est d'ailleurs mêlé peut-être pas des dernières échéances électorales américaines, mais avec Clinton, avec Madame Clinton et effectivement Donald Trump. Donald Trump, l'ancien président américain, a fait montre d'un pro-israélisme certain. Qu'en est-il de Biden? Mais Donald Trump n'est pas pro-israélien, c'est une erreur complète. Il s'en fout. Il s'en fout. Ce qu'il a eu à dire quand Benjamin Netanyahu, au bout d'hésitation et de souffrance, qu'il a fini par féliciter Joe Biden pour son élection.
Il était l'un des derniers dirigeants démocratiques à le faire. Tu sais ce qu'il a dit, Trump? Il a dit fuck him. C'est-à-dire, toute cette amitié pour Bibi et tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il lui a manqué. Après tout ce que je fais pour lui, il reconnaît l'élection de Biden. Fuck him. Il a dit ça publiquement. Et on veut me croire que ce type-là est pro-israélien. Mais il n'est rien. Il est pro-Trump. Il n'est même pas républicain. Il a c'est un type infantile, mal sevré, extraordinairement habile à réveiller dans les masses les passions les plus mauvaises, à caresser dans le sens du poil les nazis, les suprématistes blancs, tous ceux qui peuvent l'aider à rester au pouvoir. Et on nous raconte la fable de son pro-israélisme. Ce qui fait qu'en Israël, comme il a fait des choses, évidemment, on peut discuter de l'efficacité de ces choses-là. Et donc il passe pour pro-israélien, ce qui fait qu'Israël était la seule démocratie au monde où Trump était extraordinairement populaire. Je ne sais pas, on me mettre quand on me dit ça. Mais voilà, alors que Biden, lui, est véritablement, profondément, historiquement pro-israélien, pro-sioniste, en fait, depuis 50 ans, plus, depuis toujours. Mais c'est ainsi que les gens réfléchissent. Si vous voulez, on se contente de la surface des choses. Et plus on va aux extrêmes, et plus on dit, mais oui, il y a une espèce de surenchère. Et quand tu grattes la surface, tu t'aperçois que la réalité n'est pas là. Alors, ça veut dire quoi être pro-israélien aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être pro-Bibi. Il a été pro-Bibi. Tant que Bibi ne lui a pas manqué. Mais être pro-israélien, c'est autre chose. C'est se poser la question, quels sont les intérêts de cet allié-là? Quels sont les vrais intérêts d'Israël? Et de ce point de vue-là, vous savez, quand vous parlez aux Français, aux responsables français, ils vous disent, nous sommes pro-israéliens, profondément pro-israéliens. Mais vous faites des choses que nous n'acceptons pas. Et nous sommes obligés de vous le dire. C'est un langage que je peux comprendre. C'est un langage que je peux comprendre. C'est un langage que beaucoup de gens ne peuvent pas entendre. Parce qu'il suffit d'émettre la moindre critique, ça veut dire qu'il est rangé d'emblée du côté des ennemis d'Israël. Alors, moi, ce que je vous demande, ce n'est pas de changer de position politique, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre dit exactement. Quels sont les véritables intérêts d'Israël? C'est un travail sur soi qui n'est pas facile à faire. Il est bon de le rappeler. Merci pour cet éclairage sur Donald. Où en est-on du programme nucléaire iranien? On est loin du livre, on est dans l'analyse. C'est pour mieux y revenir. Voilà, c'est un très bon exemple d'ailleurs de la manière dont s'est planté complètement. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ami Donald, sur la pression de Netanyahu? Il a fait supprimer, annuler, abroger le traité sur le nucléaire iranien de 2015. Quand vous entendiez donc, la classe politique israélienne, ils se sont tous félicités. Quand vous parliez avec les responsables sécuritaires, ils avaient un sac sur la tête. Mais le responsable sécuritaire, il n'est pas là pour s'exprimer publiquement. Et en fait, on a fait un très mauvaise affaire. Parce qu'en approchant l'accord, qui était un accord pas terrible,
mais un accord qui empêchait les Iraniens d'accéder au seuil nucléaire pour, allez, environ 15 ans. On pouvait attendre et voir venir. En abrogeant cet accord, on a libéré les Iraniens de leurs obligations. Aujourd'hui, ils sont au seuil nucléaire. Ils ont besoin de 2 à 3 mois pour fabriquer une bombe nucléaire. 2 ou 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'ils l'auront, parce que on peut fabriquer un engin. Après, il y a un processus complexe, il faut miniaturiser les charges nucléaires, il faut pouvoir les mettre sur un ogive. C'est compliqué. Mais ils n'ont jamais été aussi près du seuil nucléaire parce qu'on leur a laissé la bride sur le cou, tout simplement. Or, il n'y a pas de meilleur exemple pour vous le dire, c'est que l'imbécilité à croire qu'il suffit de hurler je suis pour Israël pour que vous le soyez vraiment. Il nous a fait un enfant dans le dos avec cette histoire iranienne. Alors, Netanyahu est allé au Congrès, vous vous souvenez, il a parlé d'un Congrès par-dessus la tête du président. Ça, c'était une première absolue. Il a forcé Trump à abroger l'accord, et nous en sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je n'ai pas la moindre idée. Il y aura sans doute un accord qui va laisser en place tout le programme balistique iranien, et surtout qui va laisser en place le savoir. Ça, tu ne peux pas l'enlever. Ils ont fait des progrès énormes. Le savoir, les infrastructures, tout ça, c'est en place. Donc, si l'Iran veut devenir puissance nucléaire, elle peut l'être demain. Voilà le résultat de la politique pro-israélienne de Trump. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben bien, il faut essayer de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Saboter chaque fois qu'on peut les installations iraniennes, ça on sait faire. Les empêcher de nuire dans les pays proches, en Syrie, au Liban, c'est compliqué. Et créer une coalition assez puissante pour pouvoir contrer leurs ambitions. Le problème de l'Iran n'est pas qu'il va nous jeter une bombe sur la figure dès qu'il l'aura. C'est pas comme ça que les choses se passent. Le problème, c'est qu'un Iran nucléarisé est un Iran sanctuarisé. C'est un Iran qu'on ne pourra plus faire grand-chose. L'Iran qui a pris donc la mesure de ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Le problème, c'est ça, c'est la sanctuarisation de l'Iran, et c'est la fin du régime de non-prolifération. Si l'Iran a la bombe, tout le monde a. Tout le monde a. Et plus on est des fous, et plus on s'amuse, comme vous le savez. Et donc là, on est à la merci d'un accident, d'une entreprise terroriste, tout ce qu'on voudrait. Et un Proche-Orient nucléarisé est un cauchemar pour Israël. Encore une fois, pas parce que l'Iran va nous attaquer avec des bombes nucléaires, ça, il sait qu'il n'a pas intérêt à le faire. Sinon, il n'y aura pas d'Iran. Mais parce que tout le monde l'aura à ce moment-là. Nous en sommes là. La conjonction d'une politique imbécile, d'intérêts nationaux mal compris. Et aussi, il faut dire, de la difficulté à imaginer une riposte. Il aurait fallu sans doute faire la guerre. Mais le moment de faire la guerre est passé. Et maintenant, on ne peut plus faire la guerre à l'Iran. Guerre préventive, je veux dire. Et donc, il faut attendre, voir comment ça va se passer, en espérant un changement de régime. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas garanti non plus. Pour revenir à ton ouvrage, Elie, à tes mémoires, Confession d'un bon rien, qui est paru en mars dernier aux éditions Grasset, j'ai été sensible, en tant que délégué régional du comité français pour Yad Vashem, à ce que tu écris, page 345, concernant la tâche exaltante qui est de remettre effectivement la médaille et le diplôme des Chassidei Yomot HaOlam, des justes parmi les nations, voulu par l'Institut Hierosolomitain Yad Vashem de Jérusalem, pléonasme, au nom de l'État d'Israël et du mémorial Yad Vashem, sur ton amitié durable avec Patrick Desbois,
qui est un habitué de l'Institut Maïmonide, qui est un véritable homme bon, qui connaît le monde juif, mieux que la plupart des juifs. Tu écris page 388 et page 459 dans La Shoah par balle, sur, et également sur ton long dialogue entretenu avec le cardinal Jean-Marie Lustiger, que l'Institut a reçu en 2006, et nous avions rencontré comme ce soir. On a rencontré Mickaël avant ton propos, on avait rencontré Madame Mandrou avec le cardinal Lustiger. C'était un moment effectivement assez important de l'histoire de l'Institut. Comme nous avons reçu Mohamed Harkoun ou encore Jean-François Colossimo, que tu cites, page 433. Alors effectivement, ton condensé, page 398-410 sur l'antisémitisme, en 10 thèses et riche d'enseignements, comme je le disais tout à l'heure, je l'évoquais, ta mise en garde à Olivier Schramek, le directeur de cabinet de Lionel Jospin. J'ai aimé tes pages sur Bruxelles. Tu viens de Bruxelles aujourd'hui, une ville effectivement aimable, entre guillemets, intéressante aussi, les virées au Maroc. Le meilleur pour la fin, je ne veux pas déflorer, mais bon, on va en dire quelques mots. Forcément, c'est inévitable ici. Avec, pour notre plaisir de Montpellier, ta rencontre avec Georges Frêche, page 385. Je rappelle qu'effectivement, nous avions été reçus en 2008 au domaine de Mérique pour l'organisation du colloque des relations Israël-Diaspora, Institut Maïmonide et Université de Paul Valéry. Et avec Carole, on avait reçu une belle brochette d'universitaires, de savants. Outre Elie, il y avait effectivement Moshe Hidel, professeur à l'Université Paris-Jérusalem, qui est le plus grand savant contemporain en matière de recherche kabbalistique, le professeur Gérard Naon, le plus grand historien du judaïsme en France, et bien d'autres. Et Georges Frêche nous avait accueillis au domaine de Mérique en 2008. Alors voilà ce que tu en dis. Frêche, à la fois formidable modernisateur et notable provincial SFIO à l'ancienne, m'a servi un solioque où tout est passé, son sionisme et le peu d'estime en lequel il tenait les Arabes, son dédain des élites parisiennes. Pour moi, ce qui se passe à Barcelone est plus important que ce qui se manigance à Paris, et son impatience à l'égard des chefs de son propre parti, des Jean Foutre, son mépris souverain des adversaires politiques locaux, mais aussi, évidemment, ça je ne vous l'apprends pas, ici même, son amour ardent pour sa ville et sa région. Étonnant personnage, je te cite, quant à Raymond Barre, royal dans son magnifique hôtel de ville de Lyon, il a passé le plus clair de notre entrevue à somnoler dans un fauteuil les bras croisés sur son ventre rond. Aller parler politique dans ces conditions, certes on m'avait averti de cette curieuse habitude du meilleur économiste de France, mais j'étais quand même assez mal à l'aise. Tu parles aussi de Martine Aubry, page 386. Alors à chaque fois que tes portraits sont croustillants, savoureux, et l'humour et le très juste font merveille, tu es très incisif. Alors effectivement, et on va donner bientôt la parole au public, pour conclure, c'est peu dire que ta carrière a été récompensée de nombreuses distinctions, de nombreux prix, et là, tout dernièrement, le prix Constantinople avec le palestinien Elias Samba, c'est un beau symbole. Tu décris comme des parures républicaines auxquelles tu l'avoues humblement, tu as pu être sensible. Un étranger, je cite, ne saurait se montrer insensible à ces témoignages de reconnaissance du rôle qu'il a pu jouer dans la diffusion de la culture française et du resserrement des liens d'amitié entre la France et son pays. Tes dernières lignes, ta dernière analyse, page 509, qui font froid aux yeux. Cassandre impuissante, je vois aux marges de ce monde mon peuple titubant, les yeux renfermés vers l'abîme où l'attend l'apartheid ou la guerre civile au choix. Lire aussi page 510, le dernier paragraphe. Dans le train qui fonce dans la nuit, je fais partie de cela. Voilà, on va remettre. Tu vas rebondir et puis on va donner la parole à la salle. Oui, non, mais je vous vais donner la parole à la salle. Je voudrais lire ce poème de la fin, dont tu as tiré une citation, que j'ai trouvé, c'est un poète anglais qui s'appelle Edwin James Milliken. Et Churchill le cite au Parlement dans les heures sombres qui précèdent la Seconde Guerre mondiale. Il récite donc ce poème au Parlement, et moi je le traduis en français du mieux que j'ai pu, enfin un morceau du moins. Qui est en charge du train qui fonce? Les couplages s'étirent, les essieux grincent. La lune est folle et tout proche l'aiguillage, et le conducteur dort du sommeil du sage. Les signaux clignotent dans la nuit en vain, mais qui est en charge de ce pauvre train?
Et je dis, il y a deux manières de réagir à une situation pareille. On peut somnoler, être conscient du danger. On peut s'agiter, tirer la sonnette, essayer de réveiller les gens, téléphoner, même si on n'a pas grand espoir. Et moi, je dis que moi, je suis plutôt de la seconde catégorie. Merci beaucoup, cher Elie. On va donner la parole au public. Première question. Youssef Fourizadeh, qui est l'un des dirigeants de l'association Sepharim, qui est le président de la communauté juive libérale de Montpellier et qui est d'origine iranienne. Juif d'Iran. Voilà, non, loin de là, non, je pense pas, non. Monsieur Barnaby, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai appris beaucoup en si peu de temps. Vous avez vraiment énuméré toute votre expérience. Merci d'être venu à Montpellier. Merci à l'Institut Maïmonide qui nous a invités, qui a un programme assez riche. Et moi, j'en profite. Je suis heureux, un peu comme Charles Ebdi. Je suis heureux, comme Charles Ebdi, avec qui on travaille beaucoup aussi pour le Salon du Livre des Mondes Juifs. Alors, j'ai une petite question à vous poser concernant justement Trump. Vous avez parlé de lui, mais il me semble qu'il a fait aussi beaucoup, en tout cas ce que nous on connaît de tout ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Surtout, il a initié quand même les accords d'Abraham. Est-ce qu'on peut lui mettre à son crédit, ou bien il était obligé de faire, ou bien ce sont ses conseillers qui l'ont fait, ou éclairez-nous un peu là, sur cet aspect-là aussi. Merci. Non, il serait malhonnête de nier qu'il a joué un rôle important dans les accords d'Abraham. Ce qu'on a fait, ce dont on disposait déjà, c'est des liens très anciens, importants avec ces pays-là. Mais clandestins. Ce que Trump a fait, c'est qu'il les a apportés à la surface. Il a permis la transformation de ces contacts clandestins en accords formels. Et ça, il a joué un rôle essentiel là-dedans. Pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, ça c'est un autre débat. Mais il l'a fait, et ça c'est un fait. On ne peut pas lui nier ça. Et notamment avec le Maroc, il a reconnu en fait la maroccanité du Sahara comme prix de la normalisation des accords avec Israël. Ce n'est pas rien. Et donc vous avez raison, il faut le reconnaître. Même Hitler a bâti des autoroutes. Sur des plans qui existaient avant. Une autre question, intervention? Oui. Qui veut intervenir sur la gauche? Oui. Allez-y, si vous avez le micro. Il faut que vous allumiez le micro. Un des deux boutons, celui qui est en rouge. Non, il faut que ça s'allume en rouge. Voilà, très bien. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Moi, je viens juste pour faire passer un petit message.
juste un message d'humanité. Ma maman, en fait, a subi une dépression. Et du coup, ce qui m'a fait tomber, c'est, on va dire, je ne vais pas entrer dans le détail. Du coup, ça a été une femme très forte qui a connu beaucoup de choses. Ça a été une battante. Donc aujourd'hui, moi, je m'inquiète pour elle. Et je me dis, voilà, Montpellier, c'est une ville où j'ai étudié. C'est une ville que, lorsque je suis venu étudier à Montpellier, je me suis senti bien. C'est une belle ville. C'est une ville où le soleil ne se couche jamais. C'est une ville où j'ai appris à parler avec des amis de tout horizon. Et ça, moi j'ai 46 ans, et ça m'a fait énormément du bien. Ça me permet de l'ouverture avec d'autres personnes. Ma mère ne parle pas français, mon père non plus. Elle est d'origine marocaine. On a grandi à la campagne. Et aujourd'hui je suis là, c'est juste pour vous faire un message en fait. C'est les valeurs de la famille qui va sauver notre humanité. C'est les valeurs. Pour moi, je suis persuadé que c'est le lien familial. Et que la terre, c'est un cadeau et qu'on doit en prendre soin. Merci beaucoup. Je vous dis ça parce que je suis sur une pleine réflexion de changer de boulot et de métier, je suis assureur. Et j'aurais aimé une question juste pour le Maroc, parce que c'est un pays auquel j'ai beaucoup d'affection, et mon dentiste est d'Israël, donc c'est... Vous nous dites ça parce que vous êtes triste et que vous passez par un moment difficile. C'est ça. Mais c'est un message essentiel, je veux dire, c'est que nous partageons tous. Je pourrais vous parler longuement du Maroc, je suis allé souvent, j'ai beaucoup d'amis, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le message d'humanité. Et je vous fais cadeau d'une réflexion qui m'a été faite à moi et que je n'ai jamais oubliée. Et cet homme m'a dit qu'il y a deux sortes d'individus, deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui voient derrière l'homme l'ennemi et ceux qui voient derrière l'ennemi l'homme. Et le deuxième, c'est la bonne manière, la manière humaniste, effectivement. La manière de pouvoir voir chaque fois la part d'humanité, parce que c'est très facile d'oublier que l'adversaire est aussi humain que toi-même, qu'il souffre comme toi, qu'il a une maman, qu'il a des désirs, qu'il a des tristesses, qu'il a des joies. Et si on n'oublie pas ça, à ce moment-là, tout est plus facile. Que même la manière dont on imagine qu'on est exceptionnel, on n'est pas si exceptionnel que ça. On partage cette exceptionnalité avec beaucoup. Et c'est pour ça que votre message est important. Et qu'il est plus politique qu'on le pense. C'est juste un message de dire voilà ce qui va sauver la planète, c'est le lien familial. C'est ça la solution. C'est lance. J'ai une question. Et après, monsieur. Ah si, vous savez, le maire a-t-il... Bouton de droit. Clignote. Ah, ça y est. Oui. Non, je voudrais juste vous relater un fait qui peut, j'allais dire, donner de l'espoir dans ce long chemin que nous parcourons tous depuis des siècles. Je suppose que vous savez que Montpellier, nous sommes jumelés avec Tibériade et nous sommes jumelés avec Bethléem. Et je voudrais vous relater un jour le moment que j'ai vécu, le moment de partage. Un jour, nous avons mangé ensemble le maire de Tibériade, le maire de Bethléem, qui était un de mes confrères, médecin, et moi-même, maire de Montpellier. Nous étions donc les trois maires ensemble à partager ce repas. Et ce que je voudrais dire, c'est que les trois maires, nous avions réellement les mêmes soucis, les mêmes préoccupations par rapport à nos concitoyens, le même souhait, effectivement, qu'un jour nous puissions vivre ensemble.
Et ce moment de partage que j'ai vécu, donc avec le maire de Tibériade et le maire de Bethléem, je voulais vous dire, pour moi c'était un moment d'espoir. On pouvait se dire tout à l'heure, vous avez dit la raison. Mais c'est vrai que là, c'est la raison qui l'emportait, non pas la passion. La raison, effectivement, on pouvait comprendre qu'on pouvait arriver à vivre ensemble en respectant l'autre, en se respectant. Et je crois que c'est ça qui est important, de savoir qu'on peut, parfois, mais par la volonté de certains, se respecter et vivre côte à côte en se respectant mutuellement. Et je crois que c'est ça. Juste, je voulais vous dire que j'ai vécu ce moment-là et que c'est un moment que je n'oublierai personnellement jamais. Voilà. C'est juste un témoignage. Les raisons du cœur et de l'intelligence. Merci, Madame le maire. Je rappelle que sous le mandat d'Hélène Mandroux a été acquis à Marzor un recueil liturgique hébraïque. C'est un trésor patrimonial à côté du mikvé que l'on va voir ensemble demain matin, Élie. L'un des deux trésors patrimoniaux de la ville de Montpellier. On doit beaucoup à Hélène Mandroux et à Michael Delafosse, aujourd'hui maire de Montpellier, alors adjoint à la culture, et on avait organisé en 2010 une belle exposition Sophia Scribe sur la langue hébraïque. Voilà, il m'était agréable de le souligner à la fois pour Madame Mandroux et pour Élie Barnavi. Monsieur Abdi, vous voulez intervenir? Mais j'ai peur que ça nous éloigne de la géopolitique, mais on ne sait jamais. Et que j'espère que ça passe trop long parce que je ne voudrais pas qu'on s'éternise dans la soirée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient voir le livre. Je voulais évoquer les femmes, le rôle des femmes dans votre vie. Ça me paraît quand même un point intéressant et sensible. Je suis très, très pour. Ce dont je suis profondément convaincu, c'est qu'il y a que dans certaines sociétés, le rôle des femmes est incontournable. Je pense que la modernité dans les pays arabes musulmans, par exemple, vient par les femmes. Et je le constate, je n'en fais pas une idéologie. Et donc je pense que le combat pour l'égalité n'est jamais terminé dans nos pays occidentaux, mais qui prend dans ces sociétés une résonance encore plus importante parce que la modernité ne pourra passer que par les femmes. Ça ne va pas sans problème. Dans la société bédouine, pour vous donner qu'un exemple, la société bédouine israélienne, la plupart des bédouins qui font des études supérieures et qui ont ensuite des vies professionnelles, y compris à très haut niveau, sont des femmes. Ça ne va pas sans de terribles difficultés, évidemment. Mais c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. En revanche, ce qu'il faut refuser, mais ça c'est dans toute idéologie, vous savez ça, vous avez des mouvements, des pointes extrémistes folles, enfin bon, vous avez ça aussi dans le néo-féminisme en Occident, dans le néo-féminisme aujourd'hui qui est en fait, enfin je ne vais pas entrer là-dedans, moi je ne connais pas grand-chose, mais vous avez un féminisme nouveau qui ne se bat pas pour l'égalité, mais qui ne se bat contre les hommes, qui est en fait un mouvement de haine des hommes. Il y a un personnage extraordinaire dans la mairie de Paris, qui est conseiller, qui s'appelle Alice Coffin, je ne sais pas si vous connaissez ce spécimen qui est très intéressant, et qui a déclaré qu'elle ne lisait plus de livres écrits par des hommes, ne regardait plus des films par des hommes, n'écouterait plus la musique faite par des hommes. Ça rétrécit similairement le domaine de la création, il faut dire que tout. Mais voilà, il y a aussi cette chose-là, et que vous trouverez encore une fois dans n'importe quel mouvement, n'importe quelle idéologie. Et le féminisme, pour moi, ce n'est pas cela. C'est un combat parachevé et qui connaît parfois des revers inquiétants, comme encore une fois aujourd'hui aux États-Unis, qui est un combat pour l'égalité et donc pour rendre sa dignité à la moitié de l'humanité, et qui est en plus un combat pour l'efficacité. Si vous mettez sous le boisseau la moitié de l'humanité, vous avez peu de chances de
bien chez le voisin, c'est l'un des problèmes les plus importants. Voilà. C'était une question plus... C'était une question plus personnelle, mais sur ce point-là, vous pouvez voir le livre, lire le livre. Il y a beaucoup de choses qui le concernent plus directement. Il est critique, vous le verrez là-dedans. Il vaut mieux que ça reste dans les pages du livre. Et Mémoire d'Élie Barnavy, Confession d'un Bororien, récemment paru chez Grasset. Il ne faut pas repartir de la salle du conseil municipal sans ce livre, effectivement. Peut-être une dernière intervention. Sinon, on va remercier le professeur Youssef. Allez. Mais je vais essayer de parler fort. Vous avez évoqué la guerre des 6 jours. Effectivement, vous avez dit que la guerre des 6 jours, c'était plus ou moins une sorte d'assurance de vie pour l'État d'Israël. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il avait la possibilité de donner quelque chose pour recevoir autre chose. Tandis qu'avant, c'était qu'il n'avait rien à donner, sauf sa disparition pure et simple. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de développer un peu plus Ce serait une autre conférence. Mais je dirais simplement ceci. La guerre des 6 jours était pour nous incontournable. On ne pouvait pas ne pas la faire. C'est-à-dire qu'il y en a maintenant qui disent voilà c'est à quoi ça amenait, il aurait mieux valu s'en abstenir, on ne pouvait pas. C'était pour des raisons que c'est trop long à expliquer. La guerre des 6 jours était obligatoire. On nous a acculés, en quelque sorte. Nasser nous a acculés à la guerre des 6 jours. Et ce n'est pas donné du tout comme on l'imaginait. L'idée était d'une reprise, en quelque sorte, de la campagne de 1956. Desserrer les taux dans le Sinaï, chasser les Égyptiens de la péninsule. Personne n'imaginait la dimension que ça allait prendre. Et ça a pris ces dimensions parce que Hussein de Jordanie n'a pas cru pouvoir résister à Nasser et il a déclenché la guerre sur le front jordanien. Alors que personne ne pensait à Israël, il y avait, au contraire, on lui a fait savoir, on lui a demandé de ne pas se mêler de cette campagne et qu'il ne livrait rien. Ça, on a le témoignage de l'ONU là-dessus. À partir du moment où Hussein est entré dans la danse et où il a ouvert le feu à Jérusalem, le caractère de la guerre a changé du tout au tout. Ce qui devait être une opération limitée dans le Sinaï est devenu une guerre totale contre les voisins d'Israël et qui nous a laissé avec un héritage à la fois fabuleux et encombrant. Ce n'est pas le Sinaï. Le Sinaï, on a vu, Begin a fini par le rendre. Bon. Là, il s'agit encore une fois du cœur de l'Israël biblique. Et c'est ça qui pèse jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on a affaire à la fois de biens qui auraient pu nous permettre d'échanger la paix contre quelque chose d'important, mais cette chose est tellement importante qu'on a du mal à s'en défaire. Et c'est dans cette espèce de nasse qu'on se trouve, dont là je ne vois pas d'issue évidente. C'est-à-dire que si on croit comme moi que la seule solution raisonnable, c'est la création d'un État palestinien, la fin de l'occupation, la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, ça me paraît évident. Ce qui me paraît moins évident, c'est comment y parvenir. Parce que Israël, surtout tel qu'il est gouverné aujourd'hui, ne lâche pas prise, les Palestiniens sont incapables de forcer Israël, le monde ne s'intéresse plus vraiment à ce qui se passe là-bas. Israël est devenu, le problème palestinien est devenu un non-problème. Et vous avez bien vu les accords d'Abraham, de ce point de vue-là, Netanyahu a eu raison. On peut faire la paix avec des Arabes sans qu'on s'occupe du tout du problème palestinien. Et donc,
ça ne veut pas dire que ça va durer comme ça jusqu'à la fin des temps. Pour l'instant, c'est une impasse absolue. Donc je ne vois pas comment on se sort en pleine échéance. En plus longue échéance, je crois qu'on ne finira pas arriver, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais comme je vous l'ai dit, ce serait l'objet d'une autre soirée. Voilà, on prend rendez-vous avec Élie Barnavi prochainement. Il est ici chez lui, dans la ville de la montagne, qui était appelée en hébreu au Moyen-Âge Irahar, la ville de la montagne, à Kodesh, la ville sainte, Har Gaash, la montagne de l'agitation. Bonne soirée. Et